أهلا بك هلال سلام عليك رمضان أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zineke TV. Aujourd'hui, comme vous voyez devant moi, nous sommes bien sûr en confinement et nous sommes aussi en vidéoconférence avec notre cher ami Fouad Beniz. Pour ceux qui ne connaissent pas Fouad, alors qu'il est assez bien connu sur Bruxelles et même au monde, dans le sens où il est assez actif dans l'événementiel, Fouad, il est aussi bodyguard, donc garde rapproché. Tu as côtoyé, on cite toi parce qu'on se connaît très bien, Fouad, toi et moi, depuis des années. Nous avons fait un super voyage ensemble en 2018. Je te le rappelle pour te faire un petit sourire et te donner un peu d'énergie positive. C'est la Russie, c'était extraordinaire. On a suivi des matchs comme le Maroc, Portugal, comme Belgique, Tunisie. Tu te rappelles, Fouad? Terrible, terrible, terrible. De bons souvenirs. La Russie, c'était magnifique. Moscou, on a bien voyagé. Kaliningrad. On a passé 2 semaines. On a passé 2 semaines de rêve. Ouais, c'est terrible. On garde les souvenirs et les photos. Hein, j'ai encore les photos. Et Fouad, toi, un homme heureux, un homme bon vivant, tu as côtoyé du beau monde avec ton métier et ta passion en même temps. Tu as côtoyé des grands sportifs comme bodyguard, Mike Tyson, Messi, Ronaldo et d'autres. Raconte-moi un peu cette belle expérience et cette carrière qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Je te souhaite de sortir assez vite et je te souhaite un bon rétablissement. En fait. Bah, écoute, c'est arrivé par hasard. Je m'entraînais, donc je faisais des arts martiaux, donc c'est la boxe thaï plutôt. Et donc j'avais un collègue qui était blessé et qui savait pas, donc il travaillait déjà dans la sécurité spéciale intervention. Et c'était, je me rappelle comme si c'était hier, hein, c'était le concert de Jean-Jacques Goldman à Forêt Nationale. Et donc il m'a demandé de le remplacer, donc je l'ai remplacé. Et le boss il était tellement content de moi qu'il m'a dit écoute, je t'engage direct. Et c'est comme ça. On a continué à faire des concerts, des spectacles, des événements sportifs, et ainsi de suite. Et puis on s'est fait connaître un peu à l'extérieur de la Belgique. Donc j'ai fait un diplôme de bodyguard donc, en France. Et c'est comme ça, puis voilà, en Europe, et puis dans le monde entier, la Formule 1. Tu nous rends tous très très jaloux parce qu'avec tout, on se connaît depuis très longtemps. On est vraiment des amis de longue date, nous deux. Et j'étais toujours, je t'enviais. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais je t'enviais en te voyant t'afficher avec les grands sportifs du monde, Mike Tyson. D'ailleurs, tu as même sur ton WhatsApp le profil avec Mike Tyson. Mike Tyson, c'était un de mes meilleurs souvenirs, notamment Zidane aussi, pendant la Coupe du Monde en 98. Ça, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs. Il y a eu Chamel Guérouge aux Jeux Olympiques. C'est aussi un terrible souvenir. Là, je travaillais pour le comité olympique marocain en 1984 déjà. Il était double champion olympique. Terrible souvenir. Je me rappelle inoubliable. 1500 mètres et 5000 mètres. Et donc, il y a eu plein. Il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, il y a eu tout plein. Mais on aurait même fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais bien sûr que tu te rappelles, c'était une action plutôt une action pour le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit que la femme puisse porter ce qu'elle veut sur sa tête sans que personne ne la force. Et tu te rappelles, tu avais fait toi une action avec tous les joueurs du Barça. Ils ont signé les maillots. C'était pour Head Up à l'époque. Head Up. Et on avait vendu ce maillot aux enchères qui avait rapporté une histoire de 8 000 €. Et voilà, quand on est là pour les bonnes actions, on est là. Hein. Mais tu es là effectivement. Il y a un peu de fiscalité aussi, avec plaisir. Je sais que tu es très actif associativement et que tu es toujours là pour aider et tu n'as pas froid aux yeux. La preuve, tu es hospitalisé pour le Covid-19. C'est que tu as toujours été très actif sur le terrain. Et donc, il y a toujours des risques quand on est sur le terrain. C'est comme ça. Alors, cher Fouad,
Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment tu penses avoir été contaminé par le Covid-19? Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Pour moi, il y a plusieurs pistes, hein. Donc, j'avais été en Espagne début mars pour le Classico, le fameux Classico. C'était le Real Madrid contre le Barça. Là, je me suis dit peut-être je l'ai attrapé là, mais à cette époque-là, donc début mars, on n'en parlait pas encore en Espagne. Il n'y avait pas de cas déclarés, il n'y avait rien. Ça venait à peine d'arriver en Italie. Donc, on s'est dit, on n'a pas pris de précaution, rien. Il y a cette piste-là, donc, notamment. Donc, il y a aussi la piste. Donc, pendant le confinement, j'allais faire mes courses toujours dans le même magasin, au Colruyt, à Forêt, pas loin de chez moi. Et là, subhanallah, il y a eu un mort du Covid. Oui, effectivement. Un employé qui travaillait donc au Colruyt, qui a attrapé le Covid. Un cas très malheureux. Un jeune garçon. Une trentaine d'années, Mskin. Oui, on a 32, 33 ans. Là. Je me suis dit peut-être là, je me suis dit, mais de toute façon, on peut l'attraper n'importe où. Hein. Tu vois, il est dans l'air, il est partout. C'est un virus qui est très coriace. Et il est dans le virulent. Il est très virulent, donc tu sais, je sais pas, ça va. Oui, moi, je suis très content de t'avoir ici donc en vidéoconférence, parce que tu sais, je passe mon temps à franchement, je dirais, combattre entre guillemets l'ignorance de certaines personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne croient pas que ce virus existe et que ce virus tue, alors que nous en avons enterré quelques-uns à cause de Covid-19. Et j'ai ici devant moi un ami cher qui est toi et qui est atteint du Covid-19 depuis des semaines. Tu es hospitalisé et tu viens de loin. Tu viens de loin et tu me raconteras. Et tu as même fait une rechute. Oui, aussi, je voulais te dire aussi qu'on a aussi des amis en commun qui sont encore touchés par le virus et qui sont carrément en soins intensifs. Et tu me rappelles notamment, tu me rappelles le de l'Hajj que nous avons enterré. Toi, tu parles de Hajj Ali. Hajj Ali. Je te parlais de Hajj Aboudi. Voilà, et le Hajj Mohamed Aboudi qui est un ami proche aussi. Allah hafdo. Le sort de cette impasse et de cet examen, c'est dur. Allah hafdo, et qu'il revienne vers sa famille, vers ses proches le plus rapidement possible. Donc, le Hajj Aboudi, on pense à toi, Akhay Mohamed, Allah yashafik, Allah yashafik, Fouad, Allah yashafik, Jami' al-Nas. Moi, je dis que Allah protège l'humanité. L'humanité entière. Il ne faut pas, voilà. Peu importe la couleur, et non musulmans. Peu importe la confession. Peu importe la confession. La maladie ne choisit pas, elle choisit ni couleur, ni homme, ni femme. Elle est là. Et que Allah, Dieu, ou peu importe comment chacun le nomme, qu'il nous protège tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, bref, que cette puissance spirituelle, et que chacun l'appelle comme il veut, puisse nous protéger et protéger notre univers. Alors, barakallahu fik de m'avoir rappelé effectivement nos amis proches qui sont en soins intensifs comme le Hajj Mohamed Aboudi, Allah yashafih. Et tu me rappelles aussi le Hajj Ali, Allah yahmou. Franchement, c'est très très dur. C'est très dur pour sa famille. Allah yahmou wa sa'alih. Alors, Allah yarham jami' al-amwat, que Allah ait les âmes, toutes ces âmes disparues, Inch'Allah. Alors, oui, donc tu as été contaminé, et puis comment tu as atterri à l'hôpital? Quels sont les symptômes? Puis tu as été senti comment? Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui as appelé? Comment ça s'est passé? Écoute, ça a commencé il y a un peu plus d'un mois. Donc, j'avais une petite grippe au début, mais rien d'extraordinaire. Comme chaque année, j'attrape toujours une petite grippe. Mais je ne m'en suis pas inquiété, quoi. Je me suis dit, ça va passer. Donc, j'étais chez le pharmacien, il m'a donné 2-3 médicaments, Dafalgan, etc. Et donc, après une semaine, c'est passé. Donc, plus de fièvre, plus rien, mais j'avais encore un peu de courbature, quoi. Mais ça a été après. Après ça, 10 jours après, une semaine à 10 jours après, je commence à être essoufflé.
Donc, je suis rentré à la maison pour porter un truc. Je monte les escaliers. Et là, c'est comme si j'avais couru 5 kilomètres. Ou bien combattu un combat de 3 rounds. De 3 minutes, pardon. Un round de 3 minutes. J'étais fait ressouffler. Tu vois. Essoufflé. Est-ce que ton rythme cardiaque il était anormal? Non, c'est surtout mes poumons, j'arrivais plus. J'avais plus de souffle. Voilà. Plus de souffle. Et la respiration? Ben c'est ça. Ah, donc tu ne respirais pas, tu avais un manque d'oxygène. Un manque d'oxygène, etc. Chaque mouvement que je faisais, j'avais un manque de. J'étais essoufflé. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Tu n'avais jamais eu ça de ta vie. Tu n'avais jamais eu ce genre jamais, de choses. Jamais. Pourtant, je suis un sportif, tu me connais. Jamais. Je me suis dit, le lendemain, ça va passer, peut-être, Inch'Allah. Donc le lendemain, le matin, je me réveille pour aller préparer le petit-déj. Donc je fais même pas 10 mètres. Et là, je sens la même chose. Un essoufflement. Pire qu'hier. Pire que la veille, pardon. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Donc, mais tu n'étais pas encore conscient, à mon avis, que le Covid-19 était réel. Peut-être que tu n'y croyais pas au début, peut-être. Comment? Tu ne croyais pas, je pense, au Covid-19 au départ, lorsqu'on l'a annoncé dans les médias au départ. Non, mais à force de nous bassiner le Covid, à la fin, tu mets dans la tête, c'est peut-être des symptômes du Covid, tu vois. C'est ce que j'avais eu au début du mois, comme je t'avais dit, donc avec la grippe. Là, je pensais aussi au Covid, tu vois. Mais quand j'ai été guéri de la grippe, je me suis dit non, c'est bon, c'est passé. Tu vois, c'est rien de grave, quoi. Mais là, avec l'essoufflement, donc là, j'ai appelé ma soeur qui travaille à l'hôpital. J'ai expliqué la situation. Elle m'a dit, écoute, pour moi, c'est des symptômes graves, mais appelle quand même ton médecin. Donc, j'ai appelé mon médecin. Il m'a fait une batterie de tests. Il m'a dit de respirer, de retenir ma respiration à fond pendant 15 secondes et d'expirer. Donc, j'ai essayé de faire ça. Tu n'y arrivais pas. Je suis arrivé à moitié et j'ai même pas tenu 5 secondes. Il m'a dit, va directement aux urgences. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti aux urgences. Et donc, là, ils ont mis des tentes à l'extérieur. Ils ont aménagé des tentes et avec des compartiments à l'intérieur. Tu vois. Donc, ça veut dire que l'hôpital était déjà saturé, alors, au moment où toi, tu arrives aux urgences? Non, ma soeur, elle m'avait dit au téléphone qu'ils font un premier tri au début. Donc, quand tu arrives à l'hôpital, ils font un tri parce que voilà, il y en a plein qui viennent pour un mot de tête, pour de la fièvre, pour éviter à ce que les gens rentrent dans le bâtiment lui-même où ils pourraient eux-mêmes être contaminés. Parce que je connais des cas, ils sont rentrés à l'hôpital pour une chose, ils se retrouvent avec le coronavirus. J'en connais. Entre autres, mais c'est aussi pour ne pas saturer l'hôpital non plus. C'est ça. Voilà. Mais c'est important déjà un pré-examen avant d'admettre voilà. Exactement. Un mot de ventre, ils te disent rentrer à la maison. Un mot de gorge, la même chose. Ils te donnent un médicament et c'est bon, on va chez le pharmacien, ça va aller. Voilà. Bon, moi j'arrive donc. Ça, c'est en fait la procédure que toi tu as eu, c'est que tout le monde, à mon avis, c'est que les gens ne sont pas directement admis à l'urgence du bâtiment, mais ils sont d'abord vus. Et ils ne te font pas le test non plus. Ils ne te font pas le test directement non plus. Voilà. Les gens croient qu'ils font des tests directement, donc tu es malade, tu as des symptômes, tu arrives, ils te font un test, c'est pas vrai. Et tu restes combien de temps? Il n'y a pas beaucoup de tests. Il n'y a pas beaucoup de tests, justement. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, je dirais, beaucoup de gens critiquent le gouvernement de n'avoir pas pris des dispositions pour faire un test généralisé. Ça ne coûte pas cher pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment ce que même. Bon, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le cadre politique, commencer à critiquer le gouvernement pour le moment. On verra ça après. Mais ce qui m'importe moi aujourd'hui, c'est ton état de santé, comment tu l'as eu, les symptômes, voilà, et quel est le traitement aussi, on en parlera, et les conseils à donner aux autres. Mais quand tu as été à l'urgence, ils ont fait des tests?
Donc, au départ, donc, toujours je suis tombé sur l'infirmière, une néerlandophone, pas une infirmière, une femme médecin néerlandophone. Donc, elle m'a ausculté. Donc, elle m'a mis le tensiomètre. Donc, elle a In regardé ma Nederlands of in het tension. Frans? Was het in het Nederlands of in het Frans? Wat blijft? Was het in het Nederlands of in het Frans? Ja, Nederlands, maar hij is er altijd geweest, wel voor hun huis, al luister. Maar Nederlands is zo goed, maar je begrijpt alles. Dus je parle en français avec elle, hein, pas de souci. Elle était tweetalig, zei. Onderzoek Elle was était bilingue. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est pour te faire Donc, sourire. Voilà. Donc elle me prend ma tension, elle me prend ma température, etc. Je lui explique. Donc, elle me pose plusieurs questions. Je lui explique que je suis essoufflé, que j'en peux plus. Et elle me dit à un certain moment, elle me dit, monsieur, pour moi, vous êtes encore jeune, vous êtes sportif, je pense que ça va aller, vous rentrez à la maison, et si ça ne va pas, vous revenez. Donc, elle me dit ça comme ça. Je lui dis, madame, ça ne va pas, je ne suis pas bien, vous voulez que je tombe par terre? Je dis. Elle me dit, non, ça va aller, etc. Et ma soeur m'avait donc dit, comme ils font un tri, ils essaient d'éjecter le maximum de monde. Donc, Mais ils essaient de mettre les jeunes chez eux. C'est Voilà, le cas de quelqu'un de ma famille, où lui et son épouse, ils sont restés à la maison, effectivement, voilà. Pour ne pas saturer l'hôpital encore une fois. Et ma soeur me dit... On ne peut pas lui en vouloir d'un côté, mais d'un autre côté, dans ton cas, heureusement que tu étais admis. Oui, mais ma soeur m'avait dit au téléphone auparavant, parfois il faut insister. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, madame, parce qu'à la fin, j'ai dit, madame, est-ce que je peux aller voir un autre médecin? Elle me fait oui. Elle me dit signer un papier, signer un papier, et il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai signé le papier, je suis rentré à l'intérieur. Là, il y a un deuxième contrôle. Donc là, vous donnez carrément votre carte d'identité, etc., votre carte 6, etc. Et là, ils vous admettent à l'intérieur. Et là, je ne vous dis pas le monde qu'il y avait. Ah, donc il y avait du monde. Il y avait beaucoup de gens atteints. Peut-être pas, peut-être si. Peut-être oui, peut-être non. On sait pas. Ils étaient là pour l'examen. Pour l'examen, tout à fait. Pour le test. Et il y a quelque chose aussi qui m'avait un peu interpellé, c'est que, allez, on était quand même une vingtaine, et la moitié, c'était de l'origine marocaine, musulmane. Ça m'a interpellé. Je dis, ah ben, c'est beaucoup, je trouve. Est-ce que ce ne serait pas le fait que dans les quartiers populaires, les gens n'ont pas directement respecté le confinement? Voilà. C'est certainement ça. C'est certainement ça. Dans les communes comme Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, et il y a énormément de cas de décès aussi, pas seulement des contaminés, à cause du fait que ce sont des quartiers populaires et souvent les gens sont mal informés ou n'ont pas pris dès le départ la chose au sérieux. Comme j'ai dit au départ de notre rencontre, de cette interview, j'ai vraiment affaire à des gens parfois inconscients ou qui ne croient pas. Qui ne croient pas à ce qu'ils voient dans les médias au niveau international. Moi, je les voyais dehors. Le Maroc n'a pas pour rien fermé les frontières, n'a pas pour rien fait un confinement, mais vraiment strict, vraiment strict et total. Ils ne peuvent même pas aller faire du sport, etc. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas les mêmes moyens que l'Europe. Mais finalement, je leur donne chapeau, en parenthèse, chapeau au Maroc, chapeau au roi Mohamed VI et au gouvernement. Ils ont vraiment travaillé la main, et chapeau surtout aussi aux associations marocaines locaux qui sont là pour subvenir aux besoins des... Le Maroc est un exemple à suivre. Franchement, dans cette crise, il a pris ça au sérieux dès le départ, le confinement dès le départ, et la preuve là, on est quoi? On est le 30, c'est ça? Le 26. Le 26, pardon, on est le 26 avril. Et voilà, et quand vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cas. La courbe au Maroc, elle baisse effectivement. Voilà, et donc le confinement était très, très, très important. Et c'est ça l'explication du fait qu'il y a des gens de quartiers populaires. C'est que tout simplement, ils n'ont pas été conscients de respecter le confinement. Et puis, donc, tu as été admis. Donc, j'étais admis. Là,
Elle m'a fait un premier Tu as été test. admis alors, donc on t'a fait un J'étais test à ce admis. moment-là. Donc, j'étais admis pour faire le test. Donc, le premier test qu'ils m'ont fait, c'était mettre un coton-tige de 25 cm dans chaque narine, donc, Oula, qui arrive jusqu'à la gorge. Et là, c'est horrible. ouais, Hein, venez. par la narine, ouais. Et c'est horrible hein, comme test. Ouh là là, ça c'est. Ça, c'est comme ça qu'ils testent si tu es infecté par le Covid ou pas. Donc, moi, elle m'a fait ensuite Ça a dû faire très mal. très mal, ouais. J'ai dû faire avec ma. Donc ça passe là. Ça passe dans la narine et ça va jusqu'à la gorge. Ça Tu as va même jusqu'à la gorge. l'impression que ça passe dans ton cerveau. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouh là là. Ensuite, elle m'a fait une autre petite test pour voir un peu ma saturation d'oxygène. Donc, j'ai dû faire plusieurs exercices, des allers-retours, etc. Et là, elle a regardé ma saturation. Et là, elle a vu directement que voilà, j'étais à moins de 90. Donc, normalement, un être normal, toi ou n'importe qui est en bonne santé, la moyenne, c'est entre 93, 94 jusqu'à 98. C'est le maximum. 100%, c'est le top. Voilà. Mais nous, c'est entre 93 jusqu'à 98. De la respiration. Ça, c'est la saturation d'oxygène. Ouais. Et tu peux le calculer grâce à cet appareil. Et ça, je conseille aux gens d'acheter ça. C'est un appareil qui calcule la saturation et la fréquence cardiaque. Là, je vais vous faire un test, par exemple. Voilà. Ça, c'est terrible. Alors, on va directement, voilà. Au-dessus, c'est la fréquence cardiaque. Et en dessous, c'est la saturation. Moi, je le lis à l'envers. C'est marqué combien, Hassan? Je ne le vois pas maintenant avec l'écran, mais je le verrai tout à l'heure. Ah oui, plus vers la gauche, comme ça je peux lire. Non, la droite alors, la droite. Là, tu es à 91. Je pense que c'est. Je vais prendre mes lunettes. Attends, c'est bon, je retourne. D'accord. Voilà. Là, je suis à 95. Alhamdoulilah, 95. saturation. C'est bon alors. C'est bon. Oh, mais tu es à bonne mine aujourd'hui. Voilà. Donc, au début, quand elle a pris ma saturation, j'étais à plus ou moins 87, 88. Et là, c'est dangereux. Tu vois, là, je suis en manque d'oxygène, tu vois. Donc là, elle a décidé de m'hospitaliser. Mais avant ça, elle m'a dit, pour être sûr, on va vous faire un scanner des poumons. Tu vois. Donc, pour te dire, je suis rentré donc, au début à l'hôpital à 3 heures de l'après-midi. Le scanner, on l'a fait à 7 heures du soir, toujours dans les urgences. Hein. Oh là là. Oh, mais Ouais, c'est normal, tellement qu'il y avait du monde à Hassan. Il y avait du monde. Ouais. Et grâce au scanner, voilà, le lendemain, j'ai eu le résultat, enfin, on va dire, enfin non, j'ai pas eu le résultat du Covid, oui ou non, mais le lendemain, donc ils ont vérifié, mais ils n'ont pas vu la totalité des infections que j'avais. Donc, le lendemain, ils m'ont fait un autre scanner, mais dans le Baxter, ils m'avaient mis un produit qui chauffe tout le corps. Donc, tu as un coup de chaleur énorme. C'est ça. Je ne sais pas si tu connais ce système. C'est pour avoir donc tes poumons en 3D. Donc, il y a un peu de la couleur dans leur oui, tout à fait, pour savoir un peu. Voilà. Et là, ils ont vu que ça commençait à. Tu étais positif, quoi. Tu étais Voilà. positif au Covid-19. Voilà. Que j'étais Et positif. comment, à ce moment-là, quand ils t'ont annoncé, tu t'es senti comment? Ben, ils me l'ont annoncé, ils ne me l'avaient pas annoncé donc, le lendemain, ils me l'ont annoncé après 3 jours. Donc, mais pendant ces 3 jours, donc j'avais mon masque, j'avais un masque d'oxygène de 15 litres. Tu vois, 15 litres d'oxygène par minute. Hein. Et heureusement, dans ton cas, on t'a pas mis un tube. Hein. Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, parce que je suis arrivé à temps. Tu t'imagines, j'aurais écouté le premier médecin qui me dit rentre à la maison, si ça ne va pas, tu reviens. Tu t'imagines? Là, je lui en veux beaucoup. Hein. Alhamdoulilah. Et donc. Tu ne dois pas lui en vouloir. Disons que l'erreur est humaine. Ouais, l'erreur est humaine. Allez, on va dire ça comme ça. On va dire l'erreur est humaine. Et qu'ils se disent, voilà, on va favoriser les lits pour les personnes plus âgées et ceux qui sont jeunes,
bon portant, il pourrait éventuellement s'en sortir à la maison. Mais ce n'est pas toujours le cas. La preuve, Tout à fait, Hassan. avec le jeune homme qui est décédé à 30 ans. Et la Tout à jeune fait. fille de 12 ans, Mskina aussi. Hein. Ouais. Ah, bon. Et Écoute, puis, donc, le- après 3 jours, donc moi, je suis dans l'angoisse. J'ai toujours pas de résultat. Alors, pendant 3 jours, tu te fais des films dans ta tête. Tu vois, je commence à être angoissé, stressé. Tu penses à la mort. C'est vrai, j'y ai pensé. Mais alhamdoulilah, nous, on est des musulmans, on n'a pas peur de mourir. Alhamdoulilah. il faut toujours On y penser à la pense. mort. Hein. Pas seulement quand tu es malade. Hein. Pardon? Il faut toujours penser à la mort. Pas seulement quand tu es malade. Hein. Non, tout à fait, mais surtout, dans mon Je cas, comprends. Je comprends qu'effectivement, quand on est malade Voilà. et qu'on nous annonce une maladie, voilà. le moral prend un grand coup. Une Effectivement. maladie grave, en plus que tu écoutes, quand tu écoutes les infos, ils t'annoncent 500 morts par jour. Tu commences à Je suis d'accord avec toi. paniquer. Hein. Pas facile Donc, moralement. Ouais. Mais comment tu as pris Et, ça? Donc, je t'ai dit, pendant 3 jours, c'est le stress. Et moi, je voulais juste savoir, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Tu vois? Je voulais juste savoir ça. Je voulais être un peu assagi par rapport à ça. Donc, le médecin, il m'annonce ça. Il m'a dit, écoutez, on vous a fait plusieurs tests. Le test par la narine, donc le fameux frottis, j'étais négatif. Subhanallah, écoute ça. C'est pas un truc de fou. Négatif, mon ami. Il m'a dit, c'est grâce au scanner qu'on a vu que vous étiez positif. Là, je lui dis, mais comment ça se fait ça? C'est dingue, je lui dis au médecin. J'ai dit, tous ceux qui ont fait des tests au début, qui sont négatifs, donc apparemment ils sont négatifs, donc ils rentrent à la maison, donc ils peuvent encore infecter tout le monde, toute leur famille. Oui. J'ai dit, et c'est comme ça, hein? Oui. Mais au fait, Fouad, il y a des gens, je pourrais, moi peut-être que je porte le Covid-19, je n'en suis pas malade, mais je suis porteur. Je Voilà. peux le transmettre. Et c'est la raison pour laquelle il faut la distance, il faut respecter le confinement. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, comme on dit, donc ils n'ont pas les symptômes, mais qui sont porteurs du virus. Et ils peuvent le transmettre à leur entourage, etc. Et c'est ça le plus grave. Alors, tu vois? Mais le pire, c'est le test du frottis, ils ne sont pas sûrs à 100%. Et il m'a dit, le médecin, il m'a dit, écoute, pour le moment, comme c'est un nouveau virus, une nouvelle maladie, on ne sait pas encore. Donc, il y a 70% de fiabilité par le frottis. Tu t'imagines? C'est dingue, hein? Oui, heureusement qu'ils font plusieurs examens. Il n'y a pas seulement que cet examen de frottis, mais aussi la radio, le scanner. Là, j'ai vu, oui, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui, voilà, ils ne leur font pas le scan. Tu vois ce que je veux dire? Tellement qu'il y a du monde, c'était saturé. Et bon, pour le traitement, qu'est-ce que tu as donné comme traitement? Ben donc, Déjà 28 minutes, on est à 28 minutes. On va essayer de parler du traitement, c'est vraiment très, très important. Donc, le lendemain de l'admission à l'hôpital, donc quand j'ai commencé à être hospitalisé, le médecin est venu chez moi, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous donne de la chloroquine? D'accord. Donc la Belgique a commencé à faire la chloroquine bien avant la France. Hein. Ouais. Donc Plaquenil, ça s'appelait chloroquine. Et avec le fameux antibiotique. Moi j'ai dit bien sûr, je signe tout de suite. Tu vois? Donc il m'a fait signer un papier. Tout en sachant, entre parenthèses, que la chloroquine a été prescrite par le Maroc directement au début de la pandémie marocaine. Hein. Tout à fait. Le roi, il a réquisitionné. Heureusement pour lui, il a réquisitionné de santé mondiale. L'usine Sanofi, qui se trouve au Maroc, il a réquisitionné tous les médicaments en chloroquine. Dès le départ. La chloroquine est fabriquée au Maroc. C'est à base du phosphate. Donc, le Maroc, de ce côté-là, il fabrique ce médicament, mais aussi les masques. Les masques sont fabriqués, les appareils de respiration sont aussi fabriqués sur place. Donc, je dirais chapeau. Et je voulais dire, Hassan, avant notre pays, donc ici, on a deux pays qui sont les nôtres, c'est la Belgique et le Maroc. Et ici, notre pays, la Belgique, dans ce cas-ci, malheureusement, n'ont pas anticipé cette pandémie. C'est un peu dommage. Et donc tu as été traité par la chloroquine, et puis donc, mais avant ça, j'avais regardé les études du docteur Raoul.
Donc, Oui. c'est pour ça aussi que j'ai accepté. Tu vois, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il faisait sur Google, tout ce qui s'ensuit, les effets de la chloroquine. Et donc, franchement, il a guéri 97% de ceux qui ont pris la chloroquine. Et les 3 autres pourcents qui sont morts, c'est qui? C'est ceux qui avaient des problèmes, des maladies chroniques. Mais tout en Cardiaques. sachant que, par rapport à la chloroquine, c'est clair que ce n'est pas le sujet hein, d'aujourd'hui, mais la Non, chloroquine, la chloroquine, elle guérit beaucoup de cas, mais elle ne pourra pas guérir tous les cas, parce que bon, Non. chaque Covid-19 est différent, malheureusement. C'est ça le Oui, plus mais gros. les le 3% gros souci. qui n'ont pas guéri, qui sont morts, c'est ceux qui étaient malades chroniques, ceux qui étaient C'est cardiaques, ça. ceux qui étaient diabétiques, etc. C'est ça. Tu vois. Mais C'est voilà, ça, oui. c'est pour ça que j'ai signé, j'étais d'accord de prendre le traitement. Et c'était un traitement qui dure 5 jours. Et je D'accord. sais pas, Oui. je sais. Après les Donc, 5 jours, tu t'es senti comment? Écoute, donc j'étais toujours sous oxygène. Je me suis senti un peu mieux. Donc je ne sais pas si c'était dû à la chloroquine, mais je me suis senti un peu mieux. Donc après 10 jours, ils ont commencé, enfin après une semaine, pardon, ils ont commencé à me diminuer chaque jour le taux d'oxygène, jusqu'à arriver à donc, 10 litres, 5 litres, et puis 4 litres, 3 litres, 2 litres. Une fois que ma saturation s'améliorait. Et entre-temps, j'avais reçu aussi, grâce à des amis, parce qu'on pouvait recevoir des colis hein, à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui m'ont ramené du miel, par exemple. Habet Saouda. Et le gelée royale, le propolis. Ça m'a beaucoup aidé, tout ça. Tu as reçu du citron et des clous de girofle aussi ou pas? Ouais, ça, j'avais fait ça aussi, des clous de girofle. Les clous de girofle, je les utilise moi de temps en temps en prévention. Je mets 3-4 clous dans un verre de thé à sachet et quand je bois ça, quelques minutes plus tard, bon. je sens ma poitrine réchauffée comme bon. ça. Hein. Comment c'est chaleur, bon pour c'est très bon. Système immunitaire, c'est magnifique. Voilà, ce sont des recettes de grand-mère, mais en prévention, ça peut très très bien fonctionner. Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, alhamdoulilah, tu vas beaucoup mieux. Tu vas beaucoup mieux maintenant, mais juste, il y a quand même une rechute il y a quelques jours. C'est dû à quoi? Écoute, je t'avais appelé petite... en vidéoconférence aussi, en privé, Ouais. et tu n'étais vraiment pas bien du tout. C'était quoi le problème? Donc après 10 jours, ils m'ont diagnostiqué une petite infection dans le sang. Tu vois. Ensuite, je commence à avoir un mal à mon poumon droit. Tu vois, vraiment, c'est comme si on te donnait des petits coups de couteau quand tu respirais. Tu vois, ça faisait vraiment mal. Tu vois, je me demandais ce que c'était. J'ai appelé l'infirmière. L'infirmière a appelé le médecin. Le médecin, il m'a dit, viens, on va vite faire un scan. Donc, on a été faire un scanner. Donc, c'était le 3e scanner. Et toujours avec un produit qui chauffe le corps. Et donc, là, le lendemain, j'ai eu le résultat. Et il m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Il m'a dit, écoutez, on vous a diagnostiqué une embolie pulmonaire. Oui. Je dis, oula. Et une embolie pulmonaire, je ne sais pas, tout le monde le sait ou pas, je ne sais pas, mais c'est un caillot, un petit caillot de sang qui s'est formé un peu sur les bronches des poumons. Donc, là, ils m'ont donné un bon traitement aussi, avec une petite piqûre, tous les jours, dans le ventre. En fait, c'est un anticoagulant pour un peu fluidifier le sang. Ça. Tu vois, et pour essayer de faire partir le caillot. Et alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Donc après 10 jours, j'ai senti encore une petite douleur, mais ça c'était dû au caillot, mais 3-4 jours après. Et là, on m'a transféré dans un autre hôpital, donc plutôt dans un centre de revalidation, là où il y a des spécialistes en pneumologie. Et donc voilà, et maintenant, après, donc, ils m'ont rajouté de l'oxygène, donc par le nez cette fois-ci. Mais ils ont rajouté juste 2 litres pour un peu me sentir mieux. Après 2 jours, ça allait mieux. Ce traitement de l'oxygène, tu le suis encore? Non, c'est fini. C'est fini, je l'ai pris pendant 2 jours. Après Et comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu peux sortir de ta chambre? Tu peux marcher?
tu peux. On ne peut pas sortir de la chambre. Chacun il est confiné dans sa chambre. C'est strict ici. Tu ne peux pas sortir. Hein. Oui, oui. Les infirmières et les médecins qui rentrent chez toi, ils sont avec un genre de scaphandre, un scaphandrier. C'est ça. Ils sont Ouais. vraiment bien. D'accord. Et tu fais des exercices. Comment tu te sens physiquement maintenant? Ben oui. Après Donc j'ai eu un kiné respiratoire qui est venu tous les jours. Il te masse la poitrine. Non, il me fait faire des exercices de respiration. Il m'a fait faire des exercices donc de musculation, on va dire, mais légers, pour voir si tout allait bien, si j'avais pas de vertige. Via vidéoconférence ou il vient chez toi? Comment? Il vient chez toi ou via vidéoconférence? Non, il vient chez moi, il fait faire des exercices avec avec la chaise, avec tout ça, il me fait faire des exercices un peu fatigants, mais c'est surtout les exercices de respiration qui étaient durs avec lui. Parce qu'à chaque fois que c'était fini, ça brûlait mes poumons. Et alors, il m'a fait un exercice avec ça, terrible. Ça, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. Donc, avec ça, avec un tuyau. Donc, il y a de l'eau dedans. Non, il n'y a rien dedans. C'est pour voir ta capacité de saturation. Voilà. Donc, au début, avant que j'ai eu affaire à lui, j'arrivais à 1000 millilitres, tu vois un peu. Oui. Et puis chaque jour, je montais. Donc, je vais vous faire un exemple. Regarde. Voilà. Tu vois? Oui. Vous avez vu un peu? Oui, tout à fait. Et ça, tu vas juste remettre ton écran, comme ça je te vois un peu mieux. Voilà, merci. Stop. Voilà, et ça aide à ramener ta respiration normale. Ah ouais, je faisais ça 3-4 fois par jour. Et ça t'aide en vérité à remettre tes poumons comme ils étaient. Tu vois? Place. Et finalement Fouad, ce que tu nous expliques ici, c'est tout de même assez sérieux, assez effrayant quand on l'a. Surtout si j'entends tout ça, quelqu'un qui a une maladie chronique, le pauvre ou la pauvre, il est quasi condamné. Sauf si ou bien les fumeurs et tout ça, c'est aussi très grave. Ceux qui ont des poumons encrassés, ils sont très très sensibles à la maladie. Hein. Oui. Dis-moi, Fouad, maintenant physiquement, tu te sens comment? Physiquement? Alhamdoulilah, j'ai repris. J'ai eu une bonne nouvelle avant-hier. On m'a dit que j'étais guéri totalement du Covid. Alhamdoulilah, ça c'était une super bonne nouvelle. Magnifique. Bravo, bravo. Merci au médecin. Grâce à Allah, alhamdoulilah. Donc tu es guéri complètement. Complètement, alhamdoulilah. Là, je dois un peu me reposer juste pour un peu récupérer, etc. Mais alhamdoulilah, je récupère assez vite après ce que le médecin m'a dit. Donc, j'ai eu un appel, voilà. Il y a une sortie bientôt. Est-ce que tu pourras sortir bientôt? Non, je sors demain, Inch'Allah. Ah, ben, magnifique. Ben, on va pouvoir l'annoncer. Demain, magnifique. Ben, écoute, bravo. Donc, comme je te dis, j'ai lutté. J'étais entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai prié tous les jours. J'ai lu le Coran. Franchement, j'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et je remercie aussi beaucoup les infirmières, le milieu hospitalier. Franchement, j'ai été traité comme un prince. Ces gens, les pauvres, vraiment un grand applaudissement pour eux. Tous les jours d'ailleurs de nos fenêtres, on les applaudit. Merci à eux, merci aux médecins, merci aux infirmières. C'est des gens qui sont en première ligne. Au corps de techniciens de surface, toutes ces femmes et ces hommes qui nettoient. Et je voulais te dire aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a eu beaucoup, d'après ce que les infirmiers m'ont dit, beaucoup d'infirmiers qui ont été infectés. Hein. Ben ça, je sais bien. C'est la raison pour laquelle j'aimerais encore, si tu me permets, franchement, encore de ce plateau de Zineke TV, remercier tous ces gens, ces hommes et femmes si courageux, passionnés et engagés qui sont en première ligne et qui sont au premier risque finalement de cette maladie. Et beaucoup d'entre eux sont décédés aussi. Donc il y a dernièrement, j'ai vu dans le journal un médecin qui est décédé justement du Covid. Il était en première ligne. Nous demandons à Allah de les protéger.
Ouais. ils Inch'Allah, donnent leur vie, laissent leurs enfants, etc. Bravo à tous ces gens, ouais. ces hommes et femmes qui sont en première ligne, qu'ils soient des femmes et des hommes qui nettoient les surfaces des hôpitaux, qu'ils soient les infirmières, les infirmiers, les médecins, les assistants, tous ces gens-là. Franchement, Ouais. bravo et nos applaudissements et notre cœur avec vous, chers amis. Alors, Ouais. Khaïf Fouad, nous venons d'atteindre 40 minutes de discussion. Bon, c'est quand même important de parler de cette maladie. Pour ma part et pour notre prophétie TV, c'est de conscientiser les gens pour leur dire que le Covid-19 existe. Et le Covid-19, il contamine, il rend les gens malades, il tue les gens aussi. Et c'est la raison pour laquelle ton témoignage, Khaïf Fouad, il est vraiment essentiel. Ouais, je voulais rajouter aussi, Hassan, si tu le permets. Déjà, de un, souhaiter un broc Ramadan à tous tes auditeurs de Zineke TV, à tous ceux qui nous écoutent. Et aussi, surtout, de conscientiser les gens pour leur dire que ce virus, il est virulent, il est dangereux, il est partout. Et il faut faire attention. Donc, il faut rester à la maison. Il faut vraiment sortir en cas d'urgence. Et surtout, sortez couvert, toujours avec un masque, des gants. Il faut le trouver, le masque. Hein. Oui, il faut trouver le masque. Mais apparemment, le gouvernement doit en fournir à tout le monde avant le 4 mai, je pense. Hein, parce que le 4 mai, ça va être le... Je dirais qu'il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. C'est une autre discussion. Khaïf Fouad, quels sont les conseils, donc avant qu'on se quitte, quels sont les conseils que tu aimerais donner à tous les Belges et voilà, par rapport à cette expérience douloureuse et une expérience si dangereuse que tu as vécue? Ben, écoute, comme je dis, hein, voilà, le conseil que je peux donner, c'est ça. Hein, donc, restez confinés, restez à la maison, ne sortez que en cas d'extrême urgence pour vos courses ou voilà, mais il faut faire vraiment très attention et faites attention le 4 mai. Je pense que ça va être grave parce que moi je vous dis, on devait continuer le confinement jusqu'au mois de juin au moins. Voilà. Oui, ben écoute, Fouad, effectivement, par rapport au confinement, personnellement, ma maman, elle habite à 500 mètres d'ici. Ça fait un mois que je la vois via WhatsApp où j'arrive devant la maison. Mais tu pourras la voir à partir du 4 mai, Inch'Allah, je pense. Oui, mais justement, même le 4 mai, je vais attendre encore. Je préfère ne pas prendre des risques. Donc, moi, je conseille franchement aux gens de ne pas prendre des risques et de ne pas se dire, OK, le 4 mai, on va chez tout le monde. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider la fin d'une pandémie. Hein. On ne prend pas un virus et on le dépose et puis on va l'enlever. Le gouvernement a dit que le 4 mai, on peut aller à l'école, enfin, le 4 mai, on peut sortir et des magasins peuvent s'ouvrir. Je pense, chers amis, et si je peux me permettre, avant qu'on clôture, Khaïf Fouad, et j'aimerais te donner la dernière parole à toi, Inch'Allah, c'est que, chers amis, Fouad, il est là devant vous, il vous a parlé de son expérience, de sa vie privée finalement. C'est assez important de le savoir. Il n'est pas évident de s'afficher sur un plateau d'une chaîne et pour dire, bon voilà, je suis où j'étais, positif Covid-19, j'ai failli y passer, alhamdoulilah, j'ai guéri et bientôt, donc demain, très très bonne nouvelle, je sors. Ici, une fin heureuse pour Fouad, mais d'autres fins sont vraiment terriblement malheureuses pour d'autres. Alors, alhamdoulilah pour Fouad, on espère que tous les autres malades seront rétablis très prochainement et qu'il y ait le moins de décès possible à cause de ce virus foudroyant. Alors, chers amis, le gouvernement dit qu'on peut faire ceci ou cela. Moi, je dirais personnellement, de ce plateau, soyez prudents et n'allez pas dire à partir du 4 mai, hop là, tout est permis et allons-y, mélangeons-nous, etc. Non, s'il vous plaît, gardez encore vos distances, car ce n'est ni les médecins, ni le gouvernement qui a, je dirais, l'horloge pour savoir quand est-ce que ce Covid va disparaître. Donc, confinement, tout en faisant les choses avec beaucoup de précautions. Bien qu'à Fouad. Oui, tout à fait. Et alors, voilà, je voulais remercier tout le monde et merci pour cette interview, Hassan. Et normalement, j'ai mon médecin qui arrive maintenant. Et merci à tous. Et je vous dis à bientôt.
Inch'Allah. Khaïf Fouad, merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage venant du cœur. Barakallahu fik. Encore une fois, bravo. Je te félicite. Alhamdulillah, nous félicitons tout le corps médical. Ton médecin qui vient d'arriver, tu lui dis que Zineke TV le félicite. Voilà. En son nom. Je voulais aussi remercier ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Alhamdulillah, ça m'a fait vraiment. J'étais tous les jours en ligne avec mes enfants en vidéoconférence et ça m'a beaucoup aidé à supporter la maladie et à la combattre par la grâce d'Allah. Masha'Allah, je vois que tu es devenu un grand influenceur, tu as beaucoup de suiveurs, beaucoup d'amis qui sont venus chez toi, qui t'ont pas rendu visite, mais qui t'ont apporté des petites choses, etc. Ouais, tous les jours, Moussakine, je recevais un colis magnifique, ça fait chaud au cœur. Qu'on se sent aimé, on se sent aimé. Ben ça, c'est. Tu peux pas t'imaginer le bonheur que ça procure et ça te donne, ça te booste. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et, effectivement, je vous aime tous. Et je vous aime tous. Barakallahu fik Fouad. On va terminer sur ce beau mot d'aimer, donc l'amour. Cette pandémie, effectivement, heureusement, n'a pas que le mauvais côté qui est terrible. Il y a aussi ce côté de solidarité où énormément d'associations, énormément de personnes privées qui sont bénévoles et qui aident les personnes. Et encore une dernière chose, Hassan. Je profite aussi pour, voilà, il faut profiter de ce mois béni du Ramadan pour invoquer. N'arrêtez pas d'invoquer. Et parce que l'invocation pendant le mois du Ramadan est exaucée. Donc, invoquer pour nos malades, invoquer pour nos morts, invoquer pour tout le monde, musulmans ou non musulmans, du moment que, voilà. Mais Dieu est là pour profitez de ce mois béni. Dieu est là pour tous. Voilà, profitez de ce mois béni pour faire de bonnes actions. Voilà. Je suis heureux que demain tu pourras déguster la harira de ta maman, Inch'Allah. Ouais, et surtout. Toujours en confinement. Toujours en confinement. Voilà, surtout en confinement et normalement je suis immunisé, Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Mais toi tu es immunisé, mais pas ta maman, comme ça tu le sais. Ouais, non, tout à fait. D'accord. Alors, surtout que ma maman est diabétique, Miskina, je dois faire très attention. Alors, cher Fouad, je te remercie pour cette belle interview, pour cet entretien. Je te souhaite un bon retour à la maison, Inch'Allah, sain et sauf et en très bonne santé. Chers amis, encore une fois, Mabrouk Ramadan. Je vous embrasse tous. Merci, nous vous embrassons aussi, Khaïf Fouad. Chers amis de Zineke TV, à très bientôt. Salam alaikum. Salam. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك يا رمضان